Mardi 17 mai, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République par intérim est à Paris. Depuis hier, le professeur Dioncounda Traoré a été reçu ce matin à l'Élysée par le président français François Hollande. Parmi les sujets évoqués, bien entendu, la mobilisation internationale en faveur de notre pays, mais aussi les élections et le dialogue avec le MNLA. Les élections au Mali doivent se tenir à la date indiquée et sur l'ensemble du territoire. Le récit de nos envoyés spéciaux à Paris, Yaya Konaté et Brahima Koulibaly. Sur le perron du palais présidentiel de l'Élysée, le président Hollande accueille son homologue malien. Poignée de main chaleureuse, sourire pour les photographes et place à un entretien entre les deux hommes entourés de leurs proches collaborateurs. La séance durera plus d'une heure, une étape parisienne après Bamako et Bruxelles dans les échanges que les deux chefs d'État ont eus depuis janvier dernier, depuis que la France a accepté d'intervenir au Mali à la demande du président Traoré. Un appel au secours que le président français François Hollande considère comme une bonne décision. Il a considéré que la solidarité internationale devait être sollicitée et nous avons fait notre devoir avec les Maliens, avec les Africains et aujourd'hui l'ensemble du territoire malien a été libéré. Donc je voulais lui exprimer ma gratitude parce qu'il a eu pour le Mali la bonne attitude, pris la bonne décision, mais il ne l'a pas fait que pour le Mali, il l'a fait aussi pour l'Afrique de l'Ouest et même pour la sécurité de l'Europe et de la France. Place à présent à la reconstruction du Mali et au dialogue politique sans oublier l'organisation des élections prévues au mois de juillet. La France y tient et son président ne manque pas d'occasion de le rappeler. Le président Traoré a renouvelé que les élections devaient se tenir à leur date, ce qui est également notre position, et que toutes les conditions devaient être réunies pour que ce vote puisse avoir lieu partout au Mali. C'est-à-dire dans toutes les villes, dans tous les villages, l'administration civile malienne doit pouvoir organiser le scrutin. Il y a bien sûr l'accueil qui doit être fait pour les réfugiés et pour l'avenir d'avoir un système de sécurité qui puisse protéger le Mali et l'ensemble de la région du Sahel, et nous allons y travailler. Reste sur le chemin de la réconciliation nationale la question de Kidal avec le MNLA qui, croit savoir la presse française, réclame une autonomie et rejette une solution négociée dans le cadre d'une décentralisation réussie comme prônée par le président par intérim. Pour le professeur Dioncounda Traoré, il n'y a pas de blocage, c'est juste une question de terminologie. Le MNLA est constitué de Maliens. Il est constitué de compatriotes à nous, auxquels nous avons réservé un traitement différent de celui qui a été réservé aux terroristes et aux djihadistes, avec lesquels nous allons dialoguer, avec lesquels nous allons discuter. Vous savez, les termes n'ont d'importance que le contenu qu'on y met. Il ne faut pas s'accrocher à des termes tels que autonomie, etc. Nous sommes certains que dans la décentralisation que nous envisageons, et qui prévoit des transferts importants de compétences, de responsabilités et de moyens, je suis certain que le MNLA trouvera son compte et que l'ensemble du Mali n'en tirera que bénéfice. Cette visite à l'Élysée a été l'occasion pour le président malien par intérim de remercier encore une fois la France pour son intervention et son leadership dans le dossier malien. Un engagement qui, espère-t-il, ouvre une nouvelle page dans les relations entre le Mali et la France, entre l'Afrique et l'Europe. Avant Paris, le président Dioncounda Traoré était à Bruxelles, où 3,2 milliards d'euros, c'est le pactole qui a été collecté à la réunion de Bruxelles de mercredi dernier. Et selon les participants, la somme collectée sera une bouffée d'oxygène pour notre pays. Ils affirment cependant qu'il faut régler le problème du Mali dans sa dimension régionale pour vaincre définitivement les menaces qui pèsent sur le Sahel. Retrouvons nos envoyés spéciaux à Bruxelles, Yaya Konaté et Brahima Koulibaly. Pour la délégation malienne à la conférence des donateurs de Bruxelles, le succès est indéniable. Venue pour trouver 2 milliards d'euros pour le financement de son plan de relance économique, elle repart avec 3 milliards 250 millions. Le chef de l'État malien, tout comme son chef de la diplomatie, sont convaincus. La crise malienne n'a produit que des premières en termes d'engagement, premières en termes de mobilisation. Nous devons
nous satisfaire de la participation et montrer aussi nos dispositions à mener cette entreprise de redressement de la manière la plus efficace possible, la plus transparente possible, et faire comprendre à tous ces donateurs qui sont l'expression même de la solidarité internationale que le Mali est prêt à changer et que leur aide sera bien placée et qu'elle servira à apporter un mieux-être aux Maliens. En se penchant sur le Mali à Bruxelles, tous avaient cependant en vue la dimension sous-régionale de la gestion de cette crise, ce qui expliquait d'ailleurs la présence en nombre des chefs d'État et de gouvernement des pays de la sous-région. Même si on réalise aujourd'hui une solution pour le Mali en tant que tel, même si on nettoie le Mali des poches fondamentalistes, etc., même si on arrive à mettre un terme au trafic des narcotrafiquants, au grand banditisme, etc., je pense quand même que ça ne suffira pas, parce que la nature a horreur du vide. Et il est évident que si vous réglez le problème au Mali, mais que vous ne prenez pas la précaution d'être proactif sur toute la région, vous pouvez très bien avoir le problème qui se déplace. Donc il faut véritablement une stratégie globale, régionale, pour régler définitivement le problème. Aujourd'hui, nous traitons du Mali et nous essayons de répondre aux problématiques internes au Mali. Mais nous savons aussi que une des causes, ou plusieurs causes d'ailleurs, qui ont causé des problèmes au Mali, proviennent de l'extérieur. Ce sont des trafics, ce sont des groupes qui se situent à l'extérieur du Mali. Et donc nous avons aussi la responsabilité de travailler avec l'ensemble de la communauté internationale pour la sécurité et le développement de l'ensemble du Sahel. Ça, c'est un autre processus, c'est un processus piloté notamment par l'Union européenne et les Nations unies qui pourra donner lieu à de nouvelles mobilisation de la communauté internationale, mais plutôt à l'automne. Réussir la paix après avoir gagné la guerre, le défi a été énoncé on ne peut plus clairement par la communauté internationale au cours de la rencontre. Cette communauté internationale qui se dit prête à veiller au grain pour que son assistance au Mali porte les fruits attendus. Pour que son assistance puisse porter fruit, justement, la mission des Nations Unies pour la stabilisation de notre pays sera opérationnelle à compter du 1er juillet prochain. Cette mission prendra le relais de la MISMA et comme son nom l'indique, cette mission aidera le Mali dans sa phase de sécurisation, de stabilisation et de développement. Justement, notre reporter Sira Bachili a approché le chef intérimaire de la MINUSMA, présent ici au Mali pour parler du caractère multidimensionnel de la mission. C'est une mission de stabilisation. Ça veut dire qu'on veut avoir une stabilité, une sécurité, surtout dans les grandes villes du nord du pays, qui va donner l'opportunité pour un retour de l'administration, un retour des services de base, un retour de la population aussi, et finalement une relance économique dans cette partie du pays. Il y aura un aspect civil qui va s'occuper du côté politique, surtout de donner un appui pour la feuille de route, pour la transition, y compris le dialogue de réconciliation, le processus électoral, ça c'est déjà très important. Aussi pour le côté, pour la promotion des droits de l'homme, aussi une contribution pour créer un environnement propice pour l'action humanitaire. Tout ça fait partie de notre mandat. Mais il y a aussi un aspect militaire et un aspect policier. On va avoir à peu près 11 200 militaires sur le terrain et à peu près 1440 policiers pour donner cette stabilité dont je viens de parler. Monsieur Gressly, il y a un aspect qui n'est pas habituel aux Nations Unies, c'est l'aspect sauvegarde du patrimoine culturel. Et pour le cas spécifique du Mali, vous avez songé à cet aspect. Est-ce qu'on peut savoir le pourquoi? Tout ce qu'on a vu pendant l'occupation, où on a détruit les sites, où on a détruit les manuscrits comme à Tombouctou, a touché pas seulement la population ici au Mali, mais aussi tout le monde à partir de tous les pays du monde, quoi. Donc je crois que c'est très important et je suis très content de l'avoir dans la résolution. Ça nous donne le mandat de travailler avec le gouvernement pour protéger ces mêmes sites culturels, ces mêmes manuscrits, pour que ce qui s'est arrivé n'arrive jamais encore.
On aura vu le président François Hollande et Dioncounda Traoré à Paris, ici à Bamako, Valérie Traveler et Madame Traoré Mintou Doucouré poursuivent leur prise de contact dans notre pays, et c'est ainsi que suite donc de la visite de 48 heures de la première dame de France dans notre pays, c'est au village SOS de Sanankoroba que les deux dames de cœur ont débuté cette journée pour ensuite rallier le CHU Gabriel Touré et la pouponnière de Dravela. Remise de dons en nature et en espèces, message de compassion et de solidarité à l'endroit des tout-petits ont meublé ces visites. Le récit de la journée, j'allais dire une partie de la journée, avec Nyanya Aliou Traoré. C'est un accueil digne des jours de fête que les résidents du village SOS de Sanankoroba ont réservé aux premières dames du Mali et de la France. Drapeaux maliens et français en l'air, chant de bienvenue à Tata Valérie et Mintou, et surtout cette grande effusion d'amour à chaque halte entre ces deux mamans et les enfants orphelins sont autant destins forts. Mais le moment inoubliable de cette journée au Vezos a été sûrement la chorégraphie des enfants montrant le lien de fraternité entre nos deux présidents. Illustration, s'il vous plaît, à l'appui. On les applaudit très fort, on les applaudit. On les applaudit très fort. Merci. Merci beaucoup. Merci, on les applaudit très fort. Alors, merci beaucoup. Cette visite au village SOS de Sanankoroba est une preuve de plus de la grande générosité des deux premières dames, car elles ne sont pas venues les mains vides. Nous sommes venus ici à Sanankoroba pour apporter notre modeste contribution aux enfants du village SOS. Cette contribution constituée de lait, de pâtes alimentaires, de sucre, de couscous et un montant d'1 million de francs CFA. Nous avons apporté quelques éléments symboliques alimentaires ou des cadeaux pour les enfants, des jouets offerts par la société Ecofier que je remercie. Mais ça ne suffira pas, il faut beaucoup d'aide et je me permettrai de continuer à servir de relais. Après Sanankoroba, cap sur le CHU Gabriel Touré et la pouponnière de Dravela. Au premier endroit, les premières dames ont visité le service d'urgence, d'oncologie et le service néonatal. À la vue des bébés, la première dame de France s'est vue investie d'une mission. Je ne sais pas qui pourrait ne pas avoir envie de faire plus là quand on vient de voir des enfants en souffrance. Et à ceux qui me diront pourquoi vous ne vous occupez pas des enfants français, je dirais peu m'importe la nationalité d'un enfant qui souffre. En quittant l'hôpital, des kits de jouets et de pèse-bébés ont été offerts aux différents services visités. Même action de bienfaisance à l'endroit des tout-petits de la pouponnière de Dravela. Pour clore cette journée marathon, un déjeuner a été donné à l'honneur de la première dame de France par Traoré Mintou Doucouré. Cérémonie au cours de laquelle Valérie Traveler a été faite citoyenne d'honneur de la ville de Bamako. La première dame de France quitte ce soir Bamako pour Paris. Avant donc son départ, elle a animé un point de presse face aux journalistes. Elle a donné les raisons de sa présence dans notre pays et réaffirmé son engagement pour soutenir Madame Traoré Bintou Doucouré, l'épouse du chef de l'État, dans ses actions humanitaires. Ndeye Sissoko. À peine 30 minutes, c'est le temps qu'aura duré cette conférence de presse de la première dame de France qui avait à ses côtés la première dame du Mali. Après avoir expliqué qu'elle était impatiente de redécouvrir notre pays pour la 3e fois, Valérie Traveler s'est réjouie d'avoir pu apporter sa contribution au Mali en aidant les femmes et les enfants en ces moments difficiles, gage de victoire pour une sortie de crise. C'est avec beaucoup de bonheur que je suis là, vraiment. C'est la 3e fois que je viens au Mali. J'étais venue en 2003, j'étais venue en 2007, j'étais allée à Tombouctou, j'étais allée à Mopti, mais cette fois-ci, je n'oublierai jamais parce que ce que j'ai ressenti là était énorme. Le Mali a besoin de beaucoup de choses en termes d'humanitaire et on voulait appeler aux dons, attirer l'attention sur ce qui manquait encore, rappeler que la France était là pour la libération et qu'elle est là pour la construction. Donc j'espère qu'on aura réussi à faire passer ce message-là.
Les questions des journalistes français et maliens ont porté entre autres sur les différents dons offerts, la possible création d'une fondation au nom de la Première Dame de France, ses ambitions et la suite du partenariat entre les deux Premières Dames. Et l'on n'oublie pas l'épineuse question de l'adoption des enfants maliens par des étrangers. Pour y répondre, les deux Premières Dames ont sollicité le concours du ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant. Ishata Al-Watassaï dira que pour le moment, aucune adoption de ce genre n'est possible au Mali. Le Code de la famille l'interdit. Retenons de cette visite humanitaire de Valérie Trierweiler que plus de 99 millions de francs CFA de dons ont été remis par les deux Premières Dames et que 325 millions de francs CFA sont disponibles pour les régions du Nord pour les aider dans l'agriculture et l'élevage. Et Valérie Trierweiler quitte Bamako ce soir avec le titre de citoyenne d'honneur de la ville de Bamako, décerné par la mairie du district. Une ambiance bien chaleureuse. L'actualité sur un autre plan, la revue à mi-parcours du programme de développement des secteurs sociaux était au centre d'une rencontre qui a ouvert ses travaux ici à Bamako. L'ambassade du Royaume des Pays-Bas, en concertation avec d'autres acteurs, a décidé de financer les activités de ce programme. Programme qui vise à renforcer et consolider les acquis dans le domaine de la santé et de l'éducation. Reportage Agibou Koulibaly. La revue du programme de développement des secteurs sociaux dont il est question à cette rencontre de Bamako est une initiative de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. Elle vise à consolider les acquis et répondre aux besoins croissants des populations en matière de santé et d'éducation. Le fonds pour l'éducation et le fonds pour la santé sont utilisés par le gouvernement et aussi adressés au niveau des collectivités. Et notre assistance au niveau des collectivités sont conditionnées aussi par le fait que les ressources au niveau central vont être décentralisées au niveau des régions. La diversité et la multiplicité des acteurs dans la fourniture des services de santé et d'éducation dans le cadre du programme de développement des secteurs sociaux nécessite une définition claire et consensuelle des rôles et des responsabilités de l'ensemble des parties prenantes. L'initiative qui a prévalu au niveau des Pays-Bas, c'était d'aller vers les collectivités, mais en innovant, en n'écartant pas l'État et la société civile, ce qui a permis l'amélioration très sensible de l'éducation et de la santé dans les zones non occupées. Au sortir de cette assise, les participants vont formuler des recommandations pertinentes afin d'assurer aux populations concernées une meilleure prise en charge de leurs préoccupations en matière de santé et d'éducation. Ce sont 15 organisations de la société civile qui ont désormais la lourde mission de porter le message de sensibilisation, d'éducation et de mobilisation des citoyens pour une participation massive aux élections de juillet prochain. La cérémonie de lancement des activités a eu lieu hier au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Compte rendu signé Nouhoum Sissoko. L'expérience électorale au Mali a démontré la faiblesse du taux de participation. Pour faire face à cette insuffisance, le programme d'appui au processus électoral au Mali, PAPEM, a retenu une quinzaine d'organisations de la société civile pour des actions de sensibilisation. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du processus électoral. Nous allons former des acteurs qui seront des relais sur le terrain. Parce que pour pouvoir réussir cette mission, en formant et en informant d'autres acteurs, le message pourra passer. On va aussi beaucoup utiliser les communicateurs. Le programme des Nations Unies pour le développement met l'accent sur l'implication des femmes dans le processus électoral en tant qu'électrices, mais aussi en tant que candidates. Par ailleurs, l'institution onusienne signale la participation de vos compatriotes qui sont soit déplacés, soit réfugiés. Donc, pour assurer une forte participation de tous les Maliens, les questions de sensibilisation, d'éducation et de mobilisation sont extrêmement importantes. Sans cela, le taux de participation restera faible. Ces élections doivent permettre au Mali de se doter d'institutions stables, crédibles et acceptées de tous. Pour y parvenir, chacun doit s'y mettre. Je saisis l'occasion qui m'est offerte
pour inviter toute la population malienne à se joindre aux activités de sensibilisation et à soutenir les acteurs sur le terrain. Le ministre a remis aux représentants de la société civile un exemplaire du kit de sensibilisation. Retour de l'administration dans les régions libérées, la police et la protection civile sont de retour à Tombouctou. Près d'une 60aine d'hommes ont pour mission de contribuer à la sécurisation des populations. Nonobstant le manque de logistique, ces éléments sont prêts à remplir leurs devoirs. Cette assurance a été donnée au gouverneur en visite au niveau de ces deux structures. Yeya Tandina depuis Tombouctou. La direction de la protection civile installée il y a quelques jours fut la première étape de la visite du gouverneur. Avec une trentaine d'hommes détachés pour la protection des populations de la 6e région. Malgré les difficultés liées à l'état des bâtiments et l'équipement en cours d'acheminement, les éléments, selon le directeur, ont le moral au beau fixe. On a remarqué depuis notre arrivée, effectivement, les gens commencent à se balader dans les rues. Vraiment, c'est un sentiment de confiance. Quant à la direction régionale de la police, sont rassemblés les éléments des commissariats de Diré et Tombouctou. 78 éléments ont pour mission de sécuriser des personnes et leurs biens. Nous venons jouer notre partition dans la mission parce que vous savez que les missions militaires et les missions de police sont un peu différentes. Donc la cité a toujours besoin de la police. Donc c'est pour cette raison que les autorités ont décidé, bien que les conditions ne soient pas tout à fait réunies, pour que nous soyons là. C'est juste pour les mettre en confiance. Renouveler un peu notre engagement de pouvoir continuer la mission qu'on a laissée pour un temps et de reprendre avec beaucoup plus d'ardeur. Donc leur présence est très significative à l'endroit d'abord de la population de Tombouctou, mais aussi aux parents de ceux qui sont ici, qui sont ailleurs qu'à Tombouctou. Cette visite du gouverneur dans ces deux structures lui a permis de faire l'état des lieux des bâtiments endommagés. Assurance a été donnée que les conditions seront améliorées les jours à venir. De Tombouctou, on se rend à Kay, où le gouverneur de la région a rencontré hier ses homologues de Tambacounda et de Kédougou. Tambacounda et Kédougou sont deux régions frontalières du Sénégal avec le Mali. Au centre de la rencontre, la coopération transfrontalière entre nos deux pays. Jafar Aïdara pour le compte-rendu. Cette rencontre sur le bornage de nos frontières est la suite de celle tenue à Dakar en avril dernier sur la coopération transfrontalière entre le Mali et le Sénégal. Elle a permis au directeur national des frontières de faire le rappel des résultats de la rencontre de Dakar sur la coopération transfrontalière, de définir les rôles et responsabilités du comité de pilotage et procéder à l'élaboration d'un chronogramme d'activité pour le comité de pilotage pour la période 2013. Ce comité a été mis en place et c'est le gouverneur de Kay qui en est le président. C'est une décision de l'Union africaine de borner et de faire une démarcation de toutes les frontières de l'Afrique dans un délai de 4 ans. Le comité de pilotage a créé une commission technique mixte de mise en œuvre des activités de coopération transfrontalière dans la zone d'intervention, qui sont, entre autres, la sensibilisation des populations des communes concernées. Ce comité de pilotage va nous permettre de suivre et d'orienter toutes les actions qui vont être menées dans le cadre du bornage de la frontière. Et ce projet-là a l'appui stratégique du partenaire allemand à travers la coopération allemande, la GIZ. La commission technique mixte est composée côté malien des préfets, des présidents des conseils de cercle, des chefs de cantonnement forestier de Kay et de Kéniéba. Côté sénégalais, les préfets, les représentants des présidents des communautés rurales des départements et les chefs de secteur des eaux et forêts de Saria et de Bakel. L'orpaillage, le sujet reste d'actualité en deuxième région. La commune rurale de Nouga, dans le cercle de Kangaba, est une zone d'orpaillage anarchique où vivent quelques 20 000 migrants. Banditisme, criminalité, justice expéditive avec mort d'homme, voilà le calvaire que connaissent les occupants de l'espace minier de Kobada et environ. Des occupants qui se sont installés sur ce site de façon illégale et ce site a
appartient à une compagnie minière African Gold Group. Devant cette situation donc, les ministres en charge de la sécurité et des mines ont décidé de l'évacuation des orpailleurs illégaux. Le point avec Seydou Traoré. Sur le site minier de Kobada, dans le steak de Kangaba, l'exploitation anarchique des orpailleurs dépasse tout commentaire. L'environnement est détruit et la carrière mal exploitée. Aujourd'hui, avec la présence des gendarmes et des gardes, cet espace privé est laissé à son promoteur. African Gold Group, avec ses 215 km² dans la zone, avait, selon ses responsables, fait recours à toutes les voies possibles de sensibilisation. La société a utilisé tous les moyens de sensibilisation. Le préfet de Kangaba est au courant. La direction de la géologie, le ministère a envoyé des missions avec le colonel-major Alaï Diakité, avec les autres hauts fonctionnaires de la défense des autres ministères. Impossible, nous n'avons trouvé aucun moyen pour les sensibiliser, mais je crois que les gens étaient déterminés par tous les moyens pour détruire la société AGG. Situé à quelques 200 km de Bamako, c'est une sorte d'orpaillage moderne illégal qui est exercé dans ces zones de Kobada, avec des gros moyens comme les pelles mécaniques, des camions bennes, les machines crasseuses et autres matériels utilisés avec ces risques. Ce n'est plus l'orpaillage, c'est des miniers clandestins qui viennent frauduleusement exploiter ce minerai qui est un patrimoine national. Et enfin, de compte, personne n'en profite. C'est face aux dangers constatés sur le site et les incidents récents survenus entre les orpailleurs que le ministre des Mines a saisi son homologue de la sécurité intérieure et de la protection civile. Des forces de sécurité sont intervenues. Notre mission consistait à interdire ces coins que vous voyez, un véritable cimetière de nombreux orpailleurs. On a pu mettre ces gens-là hors du site. Aucun coup de feu n'a été tiré jusqu'à ce jour, 13 mai. Il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de morts à déplorer, ni du côté des manifestants, ni du côté des gendarmes et des gardes. Selon des témoignages, plus de 20 000 orpailleurs ont passé sur ces sites de Kobada et environ. Des orpailleurs constitués de nombreux étrangers des pays voisins et des Maliens venus de partout à l'intérieur du pays. Voilà qu'on n'a pas fini de les déguerpir et il y a un collectif des orpailleurs déguerpis qui vient de voir le jour et la semaine dernière, le collectif a donné un point de presse ici à Bamako. Le collectif déplore déjà des dégâts matériels et humains occasionnés par les actions musclées des forces de sécurité lors de l'opération. Le vice-président du comité d'organisation et de gestion du collectif au micro de Agali Aguissa. À notre grande surprise, il y a les forces de l'ordre qui ont été envahies tous les sites. Il y a presque environ 70 000 personnes à Forogo là-bas. Bon, il n'y a pas eu de préavis ni rien. Personne n'a été informé de leur arrivée. Sur un site minier, 80 à 90% travaillent sur la base du crédit. Toi, tu es un commerçant tout de suite. Tu sers des distributeurs. Tu donnes tes marchandises aux gens, juste après la descente, ils viennent te payer. Donc tu ne sais pas là où il loge, d'où est sa provenance, personne ne sait tout le monde. Donc vraiment on traverse une situation vraiment très très désastreuse. Ce qu'on attend de l'État, le retour de la population dans leur travail. On ne s'installe pas dans une polémique, dira le ministre des Mines, à propos de l'évacuation des orpailleurs de la zone de Kobada. Le ministre des Mines revient sur le respect des engagements du Mali envers African Gold Group, la société détentrice du permis minier du dit site. Dr Amadou Babassi a souligné qu'un État ne peut pas fonctionner sans le respect de sa loi, alors que la loi est faite pour tout le monde. Il est au micro de Seydou Traoré. Kobada est sur un permis minier que l'État, le gouvernement du Mali, a attribué à une société qui s'appelle AGG. Donc il y a une convention qui est signée entre la République du Mali et cette société minière qui est une société canadienne. Généralement, les propriétaires de ces titres miniers acceptent pour la bonne cohabitation que ceux qui veulent faire de l'exploitation artisanale de leur travail
jusqu'à une certaine limite acceptable. Alors, avant notre arrivée à la tête de ce département, il y a eu plusieurs tentatives. Il se trouve que le permis minier des AGG est envahi par les orpailleurs, des milliers d'orpailleurs. Moi-même, j'ai fait une tournée au niveau de tous les sites d'orpaillage pour leur expliquer que l'État ne veut pas supprimer l'orpaillage. C'est une activité millénaire dans notre pays et qui fait vivre aussi des milliers de personnes. Mais ce qui s'est passé à Kobada, c'est l'envahissement d'un permis minier, pas cette fois-ci par l'exploitation artisanale, mais l'exploitation industrielle. Et là, ceux qui ont le permis ont porté plainte. Et on les a mis en contact, évidemment, avec le ministère chargé de veiller à la sécurité intérieure de l'État. Et c'est ce qui a été fait. Avant de poursuivre le cours de ce journal, cette information avec la passation de service aujourd'hui à l'ORTM entre le directeur général sortant Baba Dagamaïssa et le nouveau directeur général Bali Idrissa Sissoko. Bali Idrissa Sissoko qui a remercié son prédécesseur pour tout le travail abattu. Quant à monsieur Baba Dagamaïssa, il a félicité son successeur avant de réaffirmer sa disponibilité. L'ONG World Vision a procédé hier à l'hôtel Salam au lancement officiel de sa campagne Santé, les enfants d'abord. La cérémonie a réuni l'ONG et ses partenaires. L'objectif de cette campagne est la réduction du taux de mortalité infantile et maternelle. Isaac Tino. Cette campagne Santé, les enfants d'abord de World Vision s'intéresse à la problématique de réduction des décès évitables des enfants en mettant l'accent sur la santé familiale. C'est là conformément aux objectifs du millénaire pour le développement. En lançant cette campagne, World Vision répond aussi à un appel des Nations Unies. De nombreux défis restent à relever pour l'entente des OMD pour le rendez-vous de 2015, dont, entre autres, le défi relatif à la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans, l'impact du paludisme, les infections respiratoires aiguës, la faible allocation des ressources financières et humaines à la santé de la mère et de l'enfant. Les efforts consentis par le gouvernement du Mali sont insuffisants, d'où le cri de cœur des enfants. Nous, enfants, réclamons la hausse du budget alloué au secteur de la santé conformément aux engagements d'Abuja, la mise en œuvre effective des résolutions sur la santé, l'amélioration de la qualité et de la disponibilité des services de santé de base, en accordant une importance particulière aux zones rurales déshéritées, à la mère et à l'enfant. Une présentation de la campagne a permis à World Vision d'étaler la pertinence de son programme. Les chiffres plaident en défaveur du Mali. C'est pourquoi l'ONG et ses partenaires s'engagent à faire de son cheval de bataille la santé maternelle et infantile, ce qui est aussi une préoccupation du gouvernement du Mali. L'accroissement des ressources financières et humaines pour la prise en charge des problèmes de santé de la mère et de l'enfant, à travers l'accès aux soins de qualité, contribuera de façon significative à l'atteinte des OMD 4, 5 et 6. En parcourant les objectifs fixés à cette campagne de plaidoyer, j'ai noté leur pertinence, mais aussi la nécessité de notre engagement en vue de leur réalisation. Un sketch de sensibilisation sur le sujet a permis à l'assistance d'être encore mieux imprégnée de la situation. Le Centre régional d'énergie solaire de Bamako a servi de cadre pour abriter le 12e congrès ordinaire du syndicat national des constructions civiles, des mines et de l'énergie. Après 2 jours de travaux, les autres congressistes ont pu mettre en place un bureau exécutif. Reportage Garibou Pérou. Fousseni Touré a été réélu secrétaire général du SNACOM au cours de ce 12e congrès ordinaire du syndicat national des constructions civiles, des mines et de l'énergie pour un autre mandat de 5 ans. Cette mandature coïncide à un moment où le pays, agressé dans sa chair par des terroristes, emprunte la voie de la construction et du développement. Nous venons de nous doter d'instruments légaux qui vont nous permettre de diriger le bateau SNACOM à bon port. Qui peut parler du développement d'un pays après crise sans parler de construction de routes, sans parler de l'eau potable? Et qui peut parler du développement d'un pays en crise
sans parler de l'électricité et de l'eau. Certes, le SINACOM peut engager une lutte pour défendre les intérêts professionnels, économiques et sociaux des travailleurs, mais il restera dans une certaine mesure un partenaire clé dans l'accomplissement des devoirs. C'est vrai, vous êtes un syndicat, mais il y a un côté qu'il ne faut jamais négliger, et ça, je tiens à le dire haut et fort, vous le faites déjà. Un syndicat, c'est aussi une force de proposition. Un syndicat, ce n'est pas seulement revendiquer. Un syndicat, c'est aussi remplir ses devoirs. Le SINACOM est composé de 4 sections nationales, à savoir la section des constructions civiles, la section des ressources géologiques, minières et des industries, la section de l'énergie et la section des ressources hydrauliques. Ce bureau exécutif de 43 membres est issu de ces différentes sensibilités. Les travailleurs recommandent au plan politique, professionnel, économique et social au gouvernement la réduction des tarifs d'électricité et eau, la relecture du statut général des fonctionnaires, entre autres, afin de créer une condition de vie agréable des bénéficiaires. Clôture du 2e congrès ordinaire de Ansardine International Mali. À l'issue des travaux, un bureau de 19 membres a été mis en place et il a été retenu la création d'une radio et d'une chaîne de télévision, la publication d'un livre sur l'association et la suppression des droits d'adhésion. Moussa Fane. Au terme de 4 jours de travaux, les congressistes de Ansardine International ont mis en place un nouveau bureau de 19 membres. Pour le nouveau président Modibo Diallo, le bureau ne peut compter que sur ses propres ressources pour la réalisation de ses activités. Nous avons l'espoir, parce que nous avons des militants qui sont bien déterminés et qui sont engagés également. Donc, moi je pense que je compte sur mes militants. Nous allons essayer d'aboutir à nos objectifs. Nous allons atteindre tous les objectifs s'il plaît à Dieu. Il y a la création des madrasas, la création des hôtels, la formation. Il y en a beaucoup. Le guide spirituel de Ansardine International Ousmane Chérif Mandane Aïdara a invité les participants à plus de cohésion pour le bon fonctionnement de l'association. Il a également invité tous les Maliens au pardon et à la réconciliation. C'est pour leur faire beaucoup de bénédictions et puis beaucoup d'encouragement aussi. On est très très content du bureau sortant et puis on demande beaucoup à le bon Dieu d'aider le nouveau bureau. Le Mali aujourd'hui a besoin de se réconcilier et donner les mains, oublier tous les passés. Ça c'est demandé à tous les Maliens aujourd'hui. Je souhaite que vos recommandations puissent être appliquées à la lettre. Sur ce point, permettez-moi de vous rassurer que l'accompagnement et le soutien du département des affaires religieuses et du culte ne fera pas défaut. À l'issue de la rencontre, les participants ont formulé des bénédictions pour la paix dans notre pays. Sport football dans ce journal, Coupe de la Confédération, tour de cadrage aller. Le stade malien de Bamako accueille demain samedi les Burundais de l'India Académique. Les Blancs éliminés de la Ligue des Champions tenteront de se racheter cette fois en Coupe CAF. Le moral de la troupe est au beau fixe. Voilà ce que nous dit Siragatou Sissé. Participer coûte que coûte à la phase de poule de la Coupe de la Confédération, c'est l'ultime défi continental du stade malien de Bamako, après avoir raté celle de la Ligue des Champions. Le stade malien a toujours franchi le tour de cadrage de la Coupe CAF en cas de repêchage. Cette seconde campagne des Blancs débute avec la réception des Burundais de Liga Ludique Académique. Un match aller déjà capital. Ce samedi, le stade malien jouera pour la première fois contre un adversaire pratiquant un football peu familier à lui. L'objectif reste maintenant de rentrer dans la phase de poule de la CAF. Bon, on ne connaît pas l'équipe, mais c'est que si ce n'est pas une petite équipe, s'ils sont arrivés là, ça veut dire qu'ils sont bons. On a préparé les matchs comme on a préparé les autres matchs précédents. On va tout mettre en œuvre pour pouvoir se qualifier en phase de poule, parce qu'on s'est dit au moins pour pouvoir sauver notre saison, parce que chaque année, soit on est champion, soit on est deuxième, mais il nous faut au moins une qualification en compétition africaine. En face, il y aura Liga Ludique Académique de Burundi, un club de la capitale créé en 1972. Après 11 journées de championnat disputées, il occupe la 5e place avec 18 points et 2 matchs en retard. Pour en arriver là, les Burundais ont successivement éliminé les Rwandais de FC Police au tour préliminaire, les Congolais de Dairing Club Motema Pembe en 16e de finale et les Ivoiriens de l'Assac Mimosa en 8e de finale. C'est donc une équipe à prendre au sérieux.
On est venu avec une bonne esprit d'équipe et on espère faire un bon match. Et à partir d'ici au Mali, et on va gérer ce match pour faire un bon résultat à partir d'ici au Mali. Les académiciens ont à leur palmarès au plan national 2 Coupes du Burundi, gagnées 2 fois d'affilée, 2011 et 2012, plus une Super Coupe en 2012. Ils ne comptent que 2 participations toutes en Coupe de la Confédération. Le déplacement ce samedi au stade Modibo Keïta pour ce duel Stade Malien de Bamako, Liga ludique académique de Burundi en vaut la peine. Et le coup d'envoi, c'est demain, donc 18h au stade Modibo Keïta. Demain, 18 mai, est une journée consacrée aux musées à travers le monde. En prélude à cette journée, nous vous proposons un gros plan sur 3 musées de notre pays, à savoir le musée national, le musée des armées et celui de Bamako. La richesse du patrimoine culturel malien explique les efforts du pays en matière de conservation d'objets d'art. Dossier signé Cheikh Oumar Sangaré et Adama Kamara. Notre pays, le Mali, peut se glorifier de posséder le plus riche patrimoine archéologique d'Afrique de l'Ouest. Le musée joue un rôle essentiel dans la mise en valeur de ces trésors inestimables. C'est donc une institution qui peut être privée ou publique, bien entendu, mais qui a pour vocation de conserver le patrimoine et de le mettre à la disposition du public. Hein? C'est fondamentalement ça. Le musée, c'est un outil important d'éducation, de formation et de sensibilisation sur nos identités culturelles pour la mémoire sociale, pour le rappel de la création et de la créativité des communautés et surtout pour la manifestation de leur identité, de leur savoir et savoir-faire. Plus de 12 000 pièces provenant des objets collectés à partir des fouilles archéologiques, des traditions textiles et autres arts rituels de nos sociétés sont exposés en permanence et conservés dans les règles de l'art par le musée national. Les salles sont climatisées et sont sous vidéosurveillance. En outre, les vidéoprojecteurs sont installés dans les galeries. Objectif, expliquer aux visiteurs le contexte d'utilisation des objets exposés. Donc ces vidéos sont là pour que le visiteur puisse regarder l'objet, mais puisse compléter la compréhension de l'objet avec effectivement l'environnement culturel dans lequel l'objet est utilisé. Si vous ne le savez pas, retenez que depuis 2003, le district a son musée. En effet, le musée de Bamako conserve le patrimoine historique de la ville de Bamako sous l'autorité de la mairie du district. Il comprend une salle d'objets collectés auprès des familles fondatrices de Bamako, une autre sur les photographies de la ville de la période coloniale à l'après-indépendance et une 3e réservée aux expositions temporaires. Les missions du musée de Bamako sont la recherche et la conservation des documents historiques sur la ville, la collecte, et la conservation et la diffusion du patrimoine historique, l'organisation d'activités socio-éducatives et culturelles destinées à promouvoir le patrimoine urbain. Les ambitions du pays en matière de conservation d'objets d'art ont grandi en 2005 avec la création du musée des armées. Dans ce musée, on retrouve entre autres certaines armes de nos ancêtres comme les flèches, le véhicule du premier chef d'État du Mali, le président Faye Modibo Keïta, et les premiers avions de l'armée malienne. Le musée des armées est un repère pour notre génération. Prenez par exemple la participation des Africains dans les 2 guerres mondiales. Vous verrez même qu'il y a des données chiffrées qui intéressent non seulement le programme de la 9e année, mais qui intéressent également le programme des terminales. Et vous prenez l'exposition sur la symbolique nationale, vous verrez que nous avons traité de tous les symboles de l'État, à commencer par les armoiries, l'hymne national, le sceau, les différentes institutions, jusqu'aux médailles militaires et civiles. Les musées déconcentrés du Mali bénéficient de l'assistance technique du musée national. Pour la formation de leur personnel, pour les aider à conserver leur collection, mais en fait pour être là, pour répondre à toutes les demandes techniques qu'ils sont susceptibles de nous apporter. Le manque de documentation suffisante pour un nombre important d'objets, la faible fréquentation des Maliens
et l'actuelle crise que le pays traverse sont autant de problèmes que nos musées connaissent. Une interview exclusive avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Tchéman Hubert Koulibaly, sur les conclusions de la conférence des donateurs, conférence qui s'est tenue à Bruxelles. Et actuellement, le ministre des Affaires étrangères est à Paris, où notre envoyé spécial a pu réaliser cette interview avec lui. Donc, l'interview exclusive, ça sera juste après l'émission Performance. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a réalisé. Demain, 13h, Mohamed Touré. Et quant à moi, je me ferai le plaisir d'être là sur ce même plateau à 20h. D'ici là, retrouvez l'information sur notre site internet www.ortm.ml. Excellent week-end à tous.